Ennahda, la principale formation politique du Parlement Tunisie, joue à la carte de l'apaisement. Elle appelle le président Saïed au dialogue et à l'organisation d'élections anticipées. On ne sait toujours pas qui sera le prochain président de la CENI en République démocratique du Congo. La plateforme religieuse n'est pas arrivée à un consensus après la rencontre de ce mardi. Et puis un militaire tué, un casque bleu blessé dans une attaque en Centrafrique. La MINUSCA accuse les membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En République démocratique du Congo, on ne sait toujours pas qui sera le prochain président de la CENI. Les leaders des confessions religieuses du pays devraient se mettre d'accord sur un nom pour présider la Commission électorale nationale indépendante. Les 8 responsables des confessions religieuses réunis au siège de la conférence épiscopale du Congo hier se sont séparés en début de soirée sans consensus. Les précisions. Les responsables des églises catholiques et protestantes en République démocratique du Congo ont demandé une suspension de séance et des compléments d'information sur certains candidats. Les 6 autres confessions religieuses concernées par la désignation du président de la CENI ont quitté en début de soirée le siège de la conférence épiscopale pour se réunir au siège de la commission d'intégrité et médiation électorale. Il s'agit de l'église du Réveil, des orthodoxes, des musulmans, des kimbanguistes, de l'armée du salut, des églises indépendantes. Les leaders des confessions religieuses du pays devaient se mettre d'accord sur un nom pour présider la commission électorale nationale indépendante. Le responsable de l'église du Réveil s'est refusé à donner le nom de leur candidat à la CENI, mais a assuré qu'un procès verbal serait transmis ce mercredi à l'Assemblée nationale, conformément au calendrier. Officiellement, pas de nom, mais dans l'entourage de 6 confessions religieuses, on assure que le futur président de la CENI s'appelle Denis Kadima. Le candidat auquel catholiques et protestants s'opposaient, estimant qu'il était très proche du président Félix Tshisekedi. À la sortie de son audition avec les confessions religieuses, Denis Kadima a démenti tout lien avec un quelconque candidat. Il a rappelé qu'il était un expert électoral reconnu sur le plan international et il a demandé à être jugé sur son CV et sur ses actes. Autre point de désaccord, la SENCO et le CC ne souhaitaient pas que l'Assemblée nationale devienne l'arbitre d'un conflit entre confessions religieuses. Retour sur cette rencontre historique en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré mardi soir son prédécesseur Laurent Gbagbo. C'était la première rencontre entre les deux depuis la violente crise post-électorale née de la présidentielle de 2010 qui opposait les deux hommes. À l'issue de cette rencontre, l'ancien président Laurent Gbagbo a appelé son successeur Alassane Ouattara à libérer les prisonniers arrêtés pendant la violente crise post-électorale et qui sont toujours en prison. Au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Un casque bleu a été blessé. Un membre des forces armées centrafricaines a été tué lundi soir dans une attaque lancée par des rebelles en Centrafrique. L'attaque a eu lieu à 900 km à l'est de la capitale Bangui, ont annoncé mardi l'ONU et des sources sécuritaires. Des rebelles ont lancé lundi aux environs de 20 heures une série d'attaques coordonnées sur la ville de Obo, ciblant les installations des forces de défense et de sécurité centrafricaines, mais également la base des casques bleus marocains, selon un communiqué de la mission des Nations Unies en République centrafricaine MINUSCA. Un casque bleu a été blessé durant les affrontements, mais sa condition est stable, a-t-elle poursuivi. La MINUSCA a également affirmé que cette attaque a malheureusement fait des victimes sans donner plus de précision. 3 sources sécuritaires qui ont requis l'anonymat
ont affirmé qu'un membre des forces armées centrafricaines, FACA, a été tué dans l'attaque. La Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre du monde selon l'ONU, est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. La MINUSCA a accusé des membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des principaux groupes armés rebelles, d'être derrière cette attaque. L'UPC, principalement active dans l'est du pays, où ses membres contrôlent de nombreux gisements miniers, est le groupe le mieux équipé en Centrafrique. La MINUSCA condamne avec force ces attaques contre les populations et son personnel, qui constituent des violations du droit international humanitaire, et rappelle que de tels actes pourraient constituer de crimes de guerre, selon le communiqué de l'ONU. Les forces gouvernementales ont réussi depuis fin décembre 2020 à reprendre aux rebelles les agglomérations et une bonne partie des 2/3 du pays qu'ils contrôlaient depuis plusieurs années, essentiellement grâce au renfort de soldats rwandais et à la présence de centaines de paramilitaires russes combattant à leur côté. Je le disais en titre, en Tunisie, Enarda, la principale formation politique du Parlement, appelée au dialogue ce mardi, indiquant être prête à des élections anticipées. Ceci après le coup de force du président Kais Saied, qui a notamment suspendu l'Assemblée et limogé le Premier ministre. Reportage. En moins de 2 jours, le président Kais Saied a ordonné la suspension des travaux du Parlement pour 1 mois, limogé le chef du gouvernement Hichem Mechichi, et s'est octroyé le pouvoir exécutif. Suite à cette décision du président, un député du groupe parlementaire d'Ennahda a assuré que son parti va continuer sa lutte pacifique pour mettre fin à ce coup d'État. Personne, ni les experts en droit constitutionnel, ni les députés, ni les partis politiques, ni la société civile, personne ne doute que ces décisions sont un coup d'État contre la Constitution et une violation claire de l'article 80 de la Constitution. Le régime républicain repose sur la règle de la séparation des pouvoirs et la décision du président de la République a placé tous les pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs entre ses mains. Donc, c'est constitutionnellement rejeté et contre les principes de la République dont il faut revenir sur ces décisions. Nous continuons notre lutte pacifique avec d'autres partis et organisations nationales qui rejettent ce coup d'État et nous sommes certains de notre droit à exprimer nos avis et dans les démonstrations pacifiques pour mettre fin à ce coup d'État. Avant des élections législatives, il faut lever ces mesures et revenir à la démocratie en Tunisie, que le Parlement reprenne ses activités et mette fin à son contrôle militaire. À noter que ces décisions du président Kais Saied ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale, en particulier à Washington, Bruxelles et Paris. En Libye, le chef de la milice Kaniyat, Mohamed Al-Kani, a été tué mardi à Benghazi. Il est accusé de violation grave des droits humains. Plus de précisions à travers cet élément. Une source militaire qui a requis l'anonymat a affirmé que Mohamed Al-Kani, le chef de la milice Kaniyat, a été abattu par balle dans une ferme où il résidait à Benghazi. Ceci après avoir résisté à des membres de l'armée de l'Est venus l'arrêter munis d'un mandat d'arrêt pour crime de guerre. La milice Kaniyat, qui comptait dans ses rangs 5 de ses frères, avait pris en 2015 le contrôle de la ville de Tarhouna à 80 km au sud-est de Tripoli. Elle a fait allégeance au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen et rival de l'ancien gouvernement d'union nationale basé dans l'Ouest. La fratrie a longtemps fait régner la terreur dans cette localité rurale, éliminant méthodiquement ceux qui s'opposaient à leur milice. Selon l'ONG Human Rights Watch, durant ces années, elle enlevait, détenait, torturait, puis faisait disparaître souvent des personnes qui s'y opposaient ou qui étaient soupçonnées de le faire. La milice Kaniyat avait aussi fait de Tarhouna sa base arrière dans sa tentative échouée pour prendre la capitale à compter d'avril 2019. Après la reprise de la ville par les forces loyales au GNA à l'été 2020, plusieurs charniers ont été découverts sans que leurs victimes ne puissent être liées à des exactions de la milice Kaniyat.
Plus de 150 dépouilles ont été retrouvées, suscitant émoi et indignation dans la société libyenne. Bannie de Tarhouna, la milice Kaniyat a aussi été sanctionnée par les États-Unis en novembre dernier et par le Royaume-Uni en mai, gelant les avoirs de ses membres et leur interdisant d'entrer dans ces pays. Et puis Ibuka, la principale association de survivants du génocide au Rwanda, a salué ce mardi l'extradition d'un génocidaire présumé dans le pays. Il y sera jugé pour avoir organisé des massacres en 1994. Les précisions. À Kigali, les procureurs ont annoncé que Venant Rutunga, 72 ans, est arrivé au Rwanda ce lundi soir en provenance des Pays-Bas, où il était détenu depuis 2019. Après la publication par le Rwanda d'un mandat d'arrêt à son encontre. L'extradition du génocidaire présumé au Rwanda, où il sera jugé pour avoir organisé des massacres en 1994, a été saluée ce mardi par la principale association de survivants du génocide, Ibuka. Chaque fois qu'un fugitif de haut niveau est extradé, il s'agit d'un pas dans la bonne direction pour la justice. Cela a pris des décennies, mais nous saluons l'extradition au Rwanda de Venant Rutunga, qui fut responsable du meurtre de nombreux Tutsis avec lesquels il travaillait et qui vivaient près de chez lui, a déclaré Naftali Aïcha Kié, secrétaire exécutif d'Ibuka. Expert en agriculture, Venant Rutunga est accusé d'avoir mobilisé des soldats pour faire exécuter des Tutsis. Au moment du génocide, il dirigeait un institut public de recherche dans le sud du Rwanda. Venant Rutunga est le troisième suspect de génocide à être extradé depuis les Pays-Bas, après Jean-Baptiste Mujemba et Jean-Claude Iyamuremie en 2016. Les autorités rwandaises ont remercié les Pays-Bas pour leur coopération continue en matière d'assistance légale mutuelle et de contribution aux efforts globaux pour combattre l'impunité. Orchestré par le régime extrémiste Hutu au pouvoir, le génocide contre la minorité Tutsi a fait au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.